certains de mes camarades disaient que j'étais non professionnalisable à l'époque. J'ai fait plein de secteurs d'activité et je trouvais rien en fait qui me nourrissait. Et j'ai trouvé la lumière chez Google. Quand on me demande ma stratégie, je ne réponds jamais par un produit ou par une bonne idée, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Denoy. Alors Antoine est une figure emblématique de la transformation dans le secteur de l'assurance, actuellement à la barre d'AXA Climate. Antoine est un homme animé par la quête de l'excellence et une passion pour la vitesse. Il a su tracer un parcours remarquable de ses débuts chez Google à la cofondation d'une start-up dynamique pour ensuite marquer de son empreinte le COMEX exécutif d'AXA. Aujourd'hui, il est CEO d'AXA Climate. Il réinvente le métier d'assureur face aux défis imposés par le changement climatique et donc je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Salut Antoine. Merci beaucoup, merci de m'inviter. Merci à toi, écoute, je suis très content. Ça faisait un moment que je suivais ce que tu faisais et vraiment j'étais très content que tu acceptes l'invitation. J'ai des dizaines de questions à te poser. On a pas mal de choses à dire tant ton parcours est riche. Et donc ce que je te propose là pour aujourd'hui, c'est qu'on parle de toi, un peu le cheminement perso, professionnel qui t'a amené à créer AXA Climate. Qu'on parle également, je sais que tu écris beaucoup, tu as réussi à développer des concepts que je trouve assez intéressants sur l'entreprise régénérative, sur le leadership, sur le Chief Ecosystem Officer, donc on parle de ça. Et puis parler un peu de ta vision, voilà, pour la suite. Bien sûr, parler du changement climatique et du sujet de l'adaptation des entreprises. Et donc voilà, encore une fois, je te remercie. Est-ce que tu peux commencer à me parler de ton parcours, je dirais, voilà, les premières étapes. Donc, tu as fait une école de commerce. C'était une volonté, t'es arrivé comme certains un peu dedans par hasard? Complètement. Ouais. Une vraie activité de tourisme. Donc non, en deux mots. Donc merci beaucoup d'être là. Moi, je suis hyper heureux. J'aime pas trop parler de moi, mais je vais quand même me livrer à l'exercice rapidement. Donc moi, j'ai 38 ans et c'est vrai que j'ai un parcours qui est très classique. En effet, j'ai fait une école de commerce. Je vais y revenir, mais j'ai des zigzags intéressants. Et notamment, donc après mon école de commerce, j'ai démissionné de 5 stages différents, ce qui est quand même un vrai défi pour une année de césure. Et j'ai trouvé la lumière chez Google. Et j'étais vers 2006-2007 le premier stagiaire de Google en Europe. En France, en l'occurrence, c'était dans les bureaux parisiens. Et là, j'ai vu la lumière du digital à une époque où Google était encore peu connu. Et quand j'ai décidé de lancer une boîte avec des anciens de Google en sortie d'école, après le diplôme, les gens et mes collègues et mes camarades de promotion me regardaient avec des grands yeux en me disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la data? Google, qu'est-ce que c'est ?» etc. Donc, ça a toujours été intéressant. Et j'ai créé une boîte sur le digital, dans cette vague de transformation digitale de l'époque. Et puis, au bout de 4-5 ans d'aventure entrepreneuriale exaltante, parce que c'était Opéra, une nouvelle boîte qui marchait bien, la vie était belle. Et j'ai décidé de rejoindre AXA France, donc un tout autre univers, une grosse entreprise du CAC 40, pour m'occuper un peu de transformation et faire figure, comme on les aimait à l'époque, de jeunes premiers du digital, quand c'était l'époque de la transformation digitale, qu'elle était impulsée de tout en haut. J'ai quitté Opéra pour Nanterre Préfecture et j'ai œuvré comme j'ai pu et j'ai contribué comme j'ai pu à la transformation de l'expérience client, de la data, du digital et puis petit à petit du business d'AXA France. Je reviens sur ce que tu as dit sur tes stages. Donc tu démissionnes de 5 stages différents. Qu'est-ce que tu recherchais en fait? Alors c'est une bonne question. Je pense que je cherchais rien à l'époque. J'étais un peu perdu. D'ailleurs, certains de mes camarades disaient que j'étais non professionnalisable à l'époque. J'ai toujours une quête de quelque chose. Et ce que j'ai pas aimé, c'est, je pense, dans ces différents stages que j'avais assez peu choisis, parce qu'en fait, je faisais peu l'effort de faire mon CV et de rechercher un stage intéressant. J'ai fait plein de secteurs d'activité et je trouvais rien, en fait, qui me nourrissait. Et ce que j'ai trouvé, je pense, chez Google, c'est quelque chose à apprendre, de radicalement nouveau. En l'occurrence, le code, l'HTML, le JavaScript et le digital. Et donc, ta question m'amène à d'ailleurs apporter ce regard sur cette expérience. En fait, je pense que le déclenchement, ça a été l'apprentissage. Et la volonté en moi, c'était d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça qui a résonné à un moment donné. Et l'étincelle, elle est venue probablement de là, du temps de Google. Ok, intéressant. Donc tu arrives chez AXA, tu dis changement de décor. Alors effectivement, l'assurance, surtout à cette époque-là, parce que l'assurance est quand même beaucoup modernisée, mais j'imagine devait y avoir quand même un gap entre ta start-up et AXA. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet AXA? Je pense que ce qui m'a plu, c'est d'apprendre aussi. C'est-à-dire que je me suis mis en condition vraiment de posture très très basse. J'étais pas là pour donner des leçons comme un cow-boy du digital de l'époque. J'étais vraiment là pour apprendre le métier. Et ce qui m'a permis finalement de réussir la greffe avec AXA France, qui n'était pas donné, étant donné mon caractère. Et donc j'ai été assez vite adopté par les équipes et je me suis assez vite mis au service du métier originel d'AXA France, qui est l'assurance. Et avec beaucoup de passion, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et le produit d'assurance, il est extrêmement profond en termes d'expertise, en termes de métier, en termes de savoir.
Et ça m'a fait vibrer pendant 4-5 ans. J'ai appris plein de choses, j'ai essayé de beaucoup donner, on a lancé des applications mobiles, on a essayé de digitaliser une partie de la déclaration de sinistre de nos clients en habitation en auto. Et rapidement, j'ai progressé dans l'entreprise, mais j'ai atteint un niveau au bout de 4-5 ans, donc au Comex, AXA France, où il y a quelque chose qui s'est brisé en termes d'énergie. J'ai dû perdre d'une certaine façon en montant dans l'organisation un rapport au réel, un rapport à la réalité, un rapport au terrain qui était important pour moi. Et je pense que j'étais dans un plateau où j'apprenais moins sur ce que j'avais envie d'apprendre. Et c'est là où j'ai décidé de quitter AXA, parce que c'était ma décision de l'époque en 2014. Et c'est là où, d'une certaine manière, j'ai trouvé la voie pour rester chez AXA différemment avec AXA Climate. Tu dis, t'as décidé de quitter AXA, ça se passe comment? T'en es à la démission et finalement on te rattrape, ou t'avais l'idée de ce projet AXA Climate et tu l'as proposé pour rester dans cet environnement-là? Alors je suis pas allé jusqu'à la démission, par contre je ressentais, je discernais chez moi une baisse d'énergie, et donc faut y être attentif, hein. Je pense que les auditeurs le sont aussi personnellement à leur propre énergie. Sentant une baisse d'énergie, questionnement sur ce que j'ai envie de faire, tout simplement, on est sur quelque chose d'assez simple. Et cette intuition très forte d'une mission de vie que j'avais écrite à l'époque, qui était de réduire la souffrance dans le monde du travail. En 2018, juste avant de lancer AXA Climate, je connais rien au climat. Je suis vraiment une caricature du petit bobo parisien, très cartésien, vraiment picousé au digital et à la technologie. Alors ça, c'est super intéressant, parce que justement, j'allais te poser la question, si en fait la genèse d'AXA Climate, c'était une conscience personnelle des enjeux du changement climatique, et si t'avais toujours été comme ça ou pas? De manière surprenante, pas du tout. Le premier mouvement chez moi, c'est un mouvement autour de l'organisation, de la souffrance au travail, et de remettre de l'épanouissement, de la joie de la vie dans le quotidien des hommes et des femmes que j'ai côtoyés, et que j'ai souvent vu un peu déprimés dans nos grandes organisations avec les modèles classiques d'organisation du travail. Donc c'est ça qui m'a... Donc c'est plus la quête de sens, finalement. La quête de sens est liée plutôt à Et ce qui m'a bougé, ce qui m'a vite redonné l'énergie, c'est d'entreprendre quelque chose pour montrer à AXA et à d'autres entreprises qu'on pouvait réinventer nos modes d'organisation pour concilier business et culture, mais faire en sorte de se mettre au service avec beaucoup de radicalité de l'épanouissement des collaborateurs. C'est ça qui a été le point de départ. Pas le climat. Donc la mission n'était pas le climat et de sensibiliser finalement les entreprises sur les enjeux climatiques, mais plus de réinventer un modèle d'entreprise qui concilie bien-être, sens. Tout à fait, mais après AXA Climate, il y a climat, et t'imagines bien que je me suis lancé, j'ai réussi à convaincre AXA de lancer AXA Climate. En effet, le prétexte était un petit produit d'assurance. Alors ouais, j'ai entendu ça effectivement. Qui s'appelle l'assurance. Les produits paramétriques étaient une assurance finalement où, pour faire simple, on paye en cas de gros pépins climatiques pour nos clients au bout de quelques heures avec des satellites depuis le ciel. Donc en termes d'inondation, de sécheresse pour l'agriculture ou de feux de forêt, il y a énormément d'applications. Et donc je suis parti de cette petite équipe de 5 à l'époque, et j'ai passé beaucoup de temps avec quelques autres à l'époque à poser la question du pourquoi. Elle est pas confortable cette question, hein. C'est pourquoi cette assurance paramétrique, ça sert à quoi? Si je m'étais pas posé cette question, je serais pas là à te parler aujourd'hui, j'aurais été redigéré par AXA comme une ligne de business d'assurance classique. Mais c'est 6 mois à poser la question du pourquoi qui m'ont amené à finalement développer AXA Climate comme un formidable moteur d'innovation. Parce que quand tu poses la question du pourquoi de l'assurance paramétrique, tu arrives à un sujet, et on y est arrivé assez tôt par rapport à la maturité du marché, qui est celui de l'adaptation climatique et environnementale. La notion d'adaptation, elle a été définie comme la mission d'AXA Climate en 2019. Et à l'époque, l'adaptation, personne ne voulait en parler. Les politiques ne voulaient pas en parler parce que c'est synonyme de renonciation à un climat qui se réchauffe et qu'il faut accepter comme tel. Et les entreprises, pour plein de raisons, on y reviendra, n'étaient pas dans des temporalités à se projeter à 2030-2050 en termes de risque. Et donc, on a tiré assez vite la question de l'adaptation climatique et environnementale, qui est devenue la mission d'entreprise. Et pourquoi c'est génial? Parce que quand tu as une mission et une raison d'être chevillée au corps, comme on l'avait à l'époque, en fait, tu trouves naturellement des voies d'expression en termes d'innovation. Quand tu vas voir des entreprises, on voyait des entreprises, tu te rends compte que l'assurance pour elles, ces entreprises, c'est peanuts en termes d'importance. Quand ton enjeu, c'est l'adaptation climatique, il est beaucoup plus global. Et donc, tu te rends compte quoi? Tu te rends compte que la priorité, on s'en est rendu compte assez tôt, c'est le savoir, la connaissance. Quel que soit le secteur d'activité, moi, j'ai rencontré des dirigeants, des opérationnels qui savaient pas ce que c'était que la biodiversité, qui savaient pas pourquoi l'eau montait, qui n'avaient pas calculé l'augmentation de la température dans l'usine de tel ou tel territoire en France. Et donc, on s'est dit, mais en fait, c'est ça notre sujet. Si on veut réussir l'adaptation, il faut développer les capacités de compréhension des organisations. Parce qu'en plus, le risque climatique, il est éminemment local. Les moyennes nationales, ça veut rien dire. En fonction de la zone pédoclimatique, l'adaptation de Biarritz, c'est pas celle d'Orléans, qui n'est pas celle de Nice, qui n'est pas celle qu'on peut trouver en Bretagne. L'adaptation est très locale. Donc en fait, les plans top-down ne marchent pas en termes d'adaptation. Quand ça descend de la pyramide et qu'on dit aux gens de faire des choses, ce qui marche, c'est de former les gens sur le terrain à comprendre ce qui se passe. D'où finalement l'émergence d'un second métier assez rapidement en 2020, qui est celui de la formation. Juste pour creuser sur le produit d'assurance, donc tu dis le modèle, c'est d'anticiper des événements climatiques extrêmes pour payer rapidement
les assurés d'AXA. Oui, la rupture culturelle avec l'assurance paramétrique, c'est qu'on peut plus se reposer sur les statistiques pour souscrire un risque. Donc tu viens me voir pour acheter une assurance d'inondation. Si je regarde les 30 dernières années, je vais sous-estimer le risque. Parce qu'avec le dérèglement climatique, il y a de fait, pour plein de périls climatiques, une aggravation. Donc en fait, le petit twist et la secret sauce, on va dire, d'AXA Climate, c'est d'avoir mis en décision de risque des scientifiques. Des gens qui vont modéliser les risques d'un point de vue très physique avec les fonds de glace, la baisse des précipitations, pour comprendre le risque à venir et donc prendre des décisions d'assurance beaucoup plus justes. Et in fine, en effet, on utilise les satellites pour le déclencher, mais ça, d'une certaine manière, c'est la façon de faire. Ce qui est très important, c'est que on est passé le risque. Voilà, on est passé d'actuaires et de statisticiens à vraiment un ADN de science. Et donc, sur les 200 collaborateurs d'AXA Climate, là, en 2024, au moment où je te parle, tu as un bon tiers de scientifiques, de sciences climatiques et agronomiques. Tout le business d'AXA sur le risque climatique est géré chez AXA Climate aujourd'hui. Alors non, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas assez de 24 heures dans la journée. Non, notre rôle, c'est d'être le laboratoire de toutes les offres liées à l'adaptation. Et après d'essaimer ce qu'on peut essaimer aux entités AXA qui ont envie de nous joindre. Ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas un centre d'innovation. C'est-à-dire que t'as en face de toi quelqu'un qui porte un PNL, c'est très important. On n'est pas encore rentable, on va l'être dans quelques mois, mais mon objectif pour la pérennité de l'aventure AXA Climate, c'est d'en faire une unité qui rapporte de l'argent et donc qui construit des business et pas uniquement des innovations hors sol. Voilà. Donc toutes les activités qu'on a lancées, c'est des activités qui tournent avec des gens qui vendent, des gens qui gèrent des produits et puis des vrais clients. Donc tu disais deuxième business d'AXA Climate, la formation. Tout à fait. Donc là, c'est la Climate School. Tu peux nous parler du produit et du modèle? Oui, alors à fond. Donc nous, notre credo et notre singularité, c'est la massification avec le digital. C'est-à-dire qu'on bosse vraiment avec l'écosystème, fresque du climat, atelier de tonnes. Et nous, on arrive pour répondre à la problématique d'un dirigeant notamment, qui est de dire comment je massifie la formation et la prise de conscience de milliers de collaborateurs de manière continue. Donc pour ça, on est devenu ce que j'appelle un peu le Netflix, même si je suis pas un grand fan de Netflix, mais c'est pour faire comprendre le modèle économique. Le Netflix de la durabilité en Europe, c'est-à-dire qu'on a 5 millions de personnes, de collaborateurs en dehors d'AXA qui sont formés par nos contenus. On a à peu près une bibliothèque d'une 60aine d'heures de contenu, tournée dans 3 grandes langues et traduite dans 13 langues au total, avec des modules de 5 minutes qui donnent une compréhension des grands enjeux de la durabilité. Et on les vend d'une certaine façon en marque blanche derrière les grandes écoles à la durabilité des grandes organisations. Et donc, on est derrière 80 probablement des grands programmes de formation des boîtes du CAC 40 par exemple en France. En marque blanche. En marque blanche principalement, mais comme maintenant on a compris qu'on faisait pas que de l'assurance, on devient une marque intéressante aussi à laquelle les organisations aiment s'associer. Donc de plus en plus, c'est à la marque AXA Climate. Mais ça, c'est assez nouveau. Ouais, pour bénéficier du partenariat. Tout à fait. Et donc tu disais troisième métier, mais c'est hyper naturel. Tu sais, j'ai jamais fait une stratégie. On parlera de la déconstruction du rôle du dirigeant, du CEO, mais j'ai à aucun moment donné établi une stratégie déterminée à l'avance. J'ai été quasiment l'observateur de business qui émergeait naturellement par les équipes. Ça, c'est hyper important. J'aurais jamais pu imaginer en 2019, en lançant Climate, qu'on allait lancer un business de formation. Ça n'aurait même pas eu de sens intellectuel pour moi à l'époque, là où j'en étais. Et donc, troisième écosystème d'activité qui est né naturellement, c'est le conseil. Et donc, on s'est dit, en fait, notre métier, c'est de prendre nos scientifiques qui me servent pour l'assurance, mais de les mettre directement en contact du client pour que, sur des cartes, on plante leurs actifs physiques, usines, parcelles agricoles, et qu'on projette le climat in my fine, pas pour vendre de l'assurance du tout, simplement pour déclencher des réflexes d'adaptation et faire comprendre aux acteurs, dans une logique un peu de faire peur, que s'ils ne se bougent pas et s'ils ne modifient pas en profondeur leurs organisations, eh bien, le risque climatique et environnemental va être très très important en 2030. Et du coup, après, tu accompagnes? Typiquement, un secteur qui est important et qui a été important pour nous dès le début, c'est l'agricole. Alors que tout le monde nous déconseillait d'aller sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'il faut être patient pour travailler avec le monde agricole. Mais pour le monde agricole, on va très loin. C'est-à-dire que pour une dizaine de coopératives en France agricoles, on projette leur rotation culturelle à 2030 et on va jusqu'à modéliser les changements de pratiques nécessaires en termes de variété, en termes de date de semis, en termes d'interculture. Donc sur certains secteurs, de plus en plus pour nous, il faut aller plus loin que simplement dire il y a un problème, en effet. Si on revient donc au début de l'histoire, maintenant qu'on comprend mieux enfin tout ce que tu fais chez AXA Climate, quelle a été vraiment la genèse et comment s'est construit le projet en fait? On disait donc toi tu t'étais asséché en termes d'énergie, tu as vu ce produit, t'as compris, t'as voulu en faire un business, mais qu'est-ce qui a été déterminant pour qu'on te suive? Comment t'as convaincu et est-ce que c'était déjà une culture chez AXA de permettre ce type d'aventure? Alors pas spécialement, je pense que AXA, comme beaucoup d'autres groupes, et moi j'y étais à l'époque chez AXA France, on a vu les limites des hackathons et on prend les bonnes idées et puis on met en condition un peu des collaborateurs d'y aller. J'ai vu très très peu de succès pour être très très franc. J'ai pas vocation à donner une recette alternative. Tout ce que je peux te dire, c'est la singularité du cheminement qui a été le nôtre. C'est d'abord une question d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que c'est d'abord la confiance qu'avait AXA et qu'a posé AXA, en l'occurrence en 20 personnes, pour me dire il abandonne globalement un gros management pour 5 personnes.
il est pas fou, il y a quelque chose, on se met en condition de le faire échecer chez AXA en lui donnant une première somme d'argent pour investir. Donc il y a ça au départ. Il y a une vraie confiance installée entre moi qui y vais, et j'étais déjà un dirigeant à l'époque chez AXA, et puis moi qui ai envie d'y aller et qui vais avec beaucoup de sincérité. Et puis petit à petit, la confiance, elle se nourrit des réussites. Donc une fois que j'ai levé un peu d'argent d'AXA pour l'année 2019, j'ai pu donner des preuves concrètes de business alternatif. Et puis j'ai fait la preuve aussi d'un modèle culturel qui marche, parce que j'ai pas de comex, pas de codir, pas de one-to-one, j'ai pas de figure traditionnelle de management, c'est vraiment une organisation vivante et libérée. Tout ça au début ça effraie, on va dire un esprit un peu cartésien, mais petit à petit quand tu donnes des preuves de succès business, eh bien en fait il y a un déclic qui se fait et ta gouvernance te suit. Depuis, on va dire depuis 4-5 ans, tous les ans, eh bien j'ai des discussions de fond sur ce que j'ai envie de faire et j'ai un AXA qui me suit. Parce qu'un modèle qui a fait d'une certaine manière ses preuves sur beaucoup de composantes. Donc j'ai pas du tout essayé de les convaincre en 2018 en leur racontant des histoires sur ce que j'allais faire ou d'un business plan hypothétique. Voilà, t'avais pas idée que tu ferais non, ces 3 et ça je l'ai assumé. Mais ça, c'est un luxe. C'est pour ça que je dis pas que c'est réplicable partout. C'est lié à la confiance que j'avais à l'époque avec certaines personnes. Mais c'est sûr que j'ai déconstruit aussi la façon de faire classique en disant, voilà où je vais vous emmener en business plan avec un Excel à 10 ans. Des belles slides pour montrer tous les produits que je pourrais faire. Non, ça, j'ai vraiment mis ça de côté. Et je les ai convaincus d'une approche pas à pas, d'année en année. C'est ça qui est finalement intéressant. Beaucoup de dirigeants pourraient se dire face à quelqu'un aussi talentueux soit-il, effectivement, c'est quoi le BP, combien est-ce qu'il faut que j'investisse, quand est-ce que j'ai mon ROI. C'est pas du tout passé comme ça, en fait. Alors, je suis AXA, donc il y a un ROI et j'ai un CFO qui maîtrise bien aussi le PNL et et on rend compte aussi d'indicateurs financiers. Mais oui, dans l'esprit, il y a accepté à un moment donné un test and learn à l'échelle de l'année, plutôt qu'une hypothétique projection sur 10 ans. Quelle est l'ambition pour AXA Climate ? On a un petit logiciel qui est né et qui est sympa. Et puis je fais aussi, j'ai lancé une école de leadership en fait, ce que j'appelle de pensée régénérative, qui s'appelle Butterfly, qui est un business model assez intéressant où on se contente pas de diffuser du contenu, mais on invite 200 à 400 personnes d'entreprises très variées à se rejoindre pour un parcours de 10 semaines en digital et pour petit à petit déconstruire cette paire de lunettes cartésiennes, j'y reviendrai, et approcher ce qu'on appelle chez Climate la pensée régénérative. Donc où est-ce que je me vois, où est-ce que je vois l'entreprise grandir dans les prochaines années ? C'est rester fidèle à notre mission d'origine. Je pense que c'est extrêmement clé et pas dénaturer notre culture. Donc en fait, quand on me demande ma stratégie, je ne réponds jamais par un produit ou par une bonne idée parce que je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Quand je fais la stratégie de Climate, c'est comme ça qu'on est organisé, j'exprime juste des besoins d'apprentissage. Donc je suis quasiment un DRH en fait. Je suis devenu quasiment un DRH, c'est-à-dire que en 2024, j'ai fixé aux écosystèmes d'activités que je porte chez AXA Climate, j'ai fixé 2 impératifs: apprendre à apprendre ensemble, pas facile. Et le second, c'est apprendre à discerner et à s'adapter à la singularité de chaque client. Donc en fait, ma stratégie, paradoxalement, c'est un programme d'apprentissage. C'est un programme de formation, en fait. Donc là où le souhait que j'ai pour Climate, en termes de conditions indirectes, si je dois le formuler, c'est de continuer à apprendre à la bonne vitesse et collectivement. Et après, il y a le là, quoi. Enfin, ce qui doit émerger, et on le fera dans un cadre qui sera, j'espère, respectueux de notre culture. Donc un peu comme ces 3 piliers, quoi, par étapes progressives, en fonction de la manière dont ça évoluera. Et donc tu disais que c'est finalement pas une prise de conscience écologique qui a amené le projet, mais le produit d'assurance. Est-ce que je peux te demander, toi, ta conviction justement sur l'adaptation ? Finalement, ce que tu proposes, et j'ai eu Cédric Ringelbach, on a fait un épisode, lui, il partageait sa conviction, enfin Blue Choice, le pari qui fait que la transition se réalisera. Dans ce que vous proposez que ce soit en termes de formation, de conseils, etc. Et puis toi, après, ta conviction profonde. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que vous travaillez sur un scénario ? Est-ce que c'est même l'enjeu ou Autant je connaissais rien au climat, autant j'ai eu une grande joie et un grand enthousiasme à rentrer sur ces sujets, parce qu'ils sont extrêmement profonds. Et donc, au bout de 4-5 ans, je peux te regarder droit dans les yeux en te disant on n'a toujours rien compris au sujet, d'un point de vue climat et environnement. C'est-à-dire qu'on est vraiment à 1-2% du voyage d'apprentissage sur la compréhension du complexe et de la planète, du système Terre, en fait. Et donc, j'ai eu 3 chocs, je te l'ai fait hyper court. Le premier choc, c'est un choc de carbone. Et ça, faut être très clair, il va falloir faire les devoirs. Donc c'est pas parce qu'il faut s'adapter qu'il faut pas à un moment donné décarboner, j'y reviendrai. Ça c'est le premier choc, un choc que j'appelle de survie, c'est-à-dire quand on réalise, et je l'ai réalisé en 2019, que on va mettre la planète en condition de non-habitabilité, en atteignant des taux de carbone dans l'atmosphère inédits depuis 800 000 années, 3 millions, 10 millions malheureusement à la fin du siècle. Le second choc, c'est un choc de complexité, et celui-là, il est important que j'y passe quelques secondes parce qu'il est important pour les auditeurs. Quand tu comprends que derrière le carbone, tu as 8 autres limites planétaires, donc tu as autant d'autres cycles naturels qu'on a cassés, quoi, l'eau, l'azote, l'usage du sol, la biodiversité, mais surtout quand tu comprends qu'ils sont interreliés. Et ça me fait encore froid dans le dos quand je te le dis, parce que là, tu comprends qu'on peut, si on change pas notre paradigme cartésien, réussir à décarboner nos boîtes
et détruire complètement la planète, parce que le faire en silo d'autres cycles naturels, alors que tout est lié. Et donc, ma vision de l'adaptation, c'est une vision d'adaptation qui est locale et systémique. Ça veut dire qu'il suffit pas d'être en action directe et de dire je vais faire ça et savoir telle action, ça marche plus. Le système Terre, en fait, il échappe à notre compréhension. C'est ça la leçon d'humilité fondamentale. Et donc, pour les boîtes, il va falloir arrêter de prendre les choses en silo. Et donc, revenir au territoire, revenir au local. Et en effet, à la fois faire en même temps de l'eau, de l'azote, de la biodiversité, du carbone. Pourquoi revenir au territoire, revenir au local? Parce qu'en fait, quand tu poses des sujets, le carbone, ça se prête à de la enfin, tu peux le faire de manière assez abstraite avec des flux de produits au niveau d'une grosse boîte, siège social. Quand tu touches à des sujets de biodiversité, quand tu veux vraiment être conséquent, en fait, tu peux pas mesurer grand chose au niveau d'une grosse boîte. Tu vas être très abstrait. Et donc, tu te rends compte tout de suite que la réalité, elle est territoriale. En fonction du territoire, tu vas avoir des augmentations de température en France de 1 degré ou de 6 degrés. En fonction des territoires, tu vas avoir peut-être dans certains cas avoir intérêt à mettre une bassine artificielle et dans certains cas non. En fait, ça dépend de l'hydrologie, de la géologie, de la science du territoire. C'est pour ça que je suis contre les débats décroissance, non décroissance, bassine, pas bassine, parce que c'est des débats clivants qui servent à rien à l'échelle nationale. C'est du bullshit en fait. On peut parler des heures de concepts. La réalité, c'est qu'il faut contextualiser ces concepts à l'échelle de territoire pour prendre les bonnes décisions. Et on y vient par les gens locaux. C'est-à-dire que c'est la personne, le patron de l'usine de tel industriel qui doit décider de son adaptation en comprenant la réalité de son territoire. Donc c'est ça qui fait atterrir les boîtes. Et donc ma conviction d'adaptation, c'est qu'il faut pas adapter juste dans une logique de risque, parce que ça a coûté beaucoup de pognon. Si on se contente de mettre du béton et de dire il faut construire des lignes Maginot pour un climat qui se dégrade, mais il faut penser une adaptation qui en même temps réduit la solution, apporte la solution. Donc il faut des solutions d'adaptation qui répondent aussi à la question de la décarbonisation. Il faut éviter ce qu'on appelle la maladaptation, c'est-à-dire une solution d'adaptation qui aggrave le problème. Les températures augmentent, les gens disent c'est pas grave, je l'ai vu encore, c'est pas grave, on va mettre de la clim. Le problème c'est que quand tu mets de la clim, l'air chaud en l'occurrence, tu la projettes chez le voisin, pas très sympa. Et puis surtout ça va te demander de l'énergie, donc du fossile, donc tu vas aggraver le problème qui est censé résoudre la climatisation. Et donc ces raisonnements de maladaptation, ils sont encore partout, parce qu'on a encore des gens qui raisonnent en silo. Et tant que les gens raisonneront en silo, on va faire beaucoup de grosses bêtises en adaptation. Donc en fait, pour décarboner, il faut analyser l'ensemble du problème et toutes les limites. Et ça fait peur à tout le monde. Il y a des solutions aujourd'hui? Non, enfin la solution, c'est le leadership et le dirigeant. C'est-à-dire que si le dirigeant continue à aligner des projets successifs en séquence, il va continuer à épuiser les équipes, parce que les équipes sont déjà fatiguées dans les boîtes qu'on accompagne, réglementation, carbone, c'est déjà dur. Tant que le système de l'entreprise ne bouge pas, chaque nouvelle limite planétaire va épuiser encore un peu plus les équipes. Parce on pensait être sorti de l'auberge avec le carbone, on va se renclencher l'eau, puis la biodiversité. Tu rajoutes des choses. Tu peux réexpliquer le concept des limites planétaires? Les limites planétaires, c'est le Stockholm Resilience Center qui a publié une étude qui vise à dire que collectivement, on a enfreint et on a dépassé certaines autres limites physiques que le carbone. C'est-à-dire que collectivement, avec notre système de production et de consommation, on a cassé d'autres cycles naturels que le carbone. Ça veut dire qu'on est en train de consommer beaucoup plus d'eau que la planète est en capacité d'en régénérer. On a consommé beaucoup plus de terre qu'on aurait dû le consommer par rapport à notre capacité à stocker le carbone, etc., etc. Donc c'est vraiment biodiversité, azote, produits chimiques. C'est vraiment des grandes limites planétaires. Le monde est fini et on est allé plus loin que beaucoup de limites physiques. En l'occurrence, il y en a 9. Et donc ce que le modèle te démontre, et dans ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui on est allé au-delà sur... Alors là, tu me pièges parce que je les connais pas par cœur. Pour moi, on est allé au-delà sur au moins 5 ou 6 des 9. Et que donc, si on ne traite que le sujet du carbone, potentiellement, on peut aggraver la situation. On déplace le problème. Ça, on adore faire. Ouais. Et tu sais, regarde, ton tuyau d'échappement, quand tu conduis ta voiture, il déplace le problème. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien faire l'exercice de prendre ton tuyau d'échappement et te le re-rentrer dans ta voiture. Tu verrais l'impact de la pollution directement dans l'habitacle de ta voiture. On le fait pas parce qu'on n'est pas fou. Par contre, il faut discerner le fait que envoyer des polluants dans l'atmosphère, c'est juste déplacer le problème. C'est-à-dire que toi, dans ton habitacle, t'as de l'air frais. Par contre, tu pollues, tu t'as décidé globalement d'envoyer des pollutions sur tes voisins. Voilà. Donc, je te la fais en micro, mais ça s'appelle déplacer un problème. On fait ça collectivement tout le temps. Et donc finalement, ce que tu dis, et c'est vraiment quelque chose que je trouvais très intéressant, que j'essaie de creuser dans chacun de ces podcasts, c'est donc finalement traiter le problème du changement climatique est beaucoup plus large que ça, et que le leadership aujourd'hui pour les entreprises, c'est plus simplement qu'on peut plus gérer une entreprise et ses projets comme on le fait probablement encore dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et finalement revoir la façon dont on pense complètement pour mettre les entreprises dans un modèle régénératif. Donc ça, je te laisserai me dire, voilà, qu'est-ce qu'on entend comme ça, et voilà, concrètement, qu'est-ce que ça peut représenter pour le dirigeant, et en transformant finalement le rôle du CEO. Complètement. En fait, quand tu tires le fil de ce qu'on dit sur l'adaptation,
tu comprends que tu peux plus diriger la boîte de la même manière. C'est-à-dire que à partir du moment où les risques sont systémiques et complexes, ton entreprise, si tu continues à la gérer comme une machine avec un organigramme du command and control et un grand architecte en haut qui décide, je caricature, elle va se casser. Mais une machine, ça se casse, mais ça s'adapte pas. Et donc, en fait, ça va pas tenir. Il y a trop de chocs. Et donc, la seule façon, à un moment donné, de remettre en résilience l'entreprise, c'est de la mettre en adaptation. Et donc, le modèle, c'est les écosystèmes naturels, c'est la forêt. Une forêt, ça s'adapte. Le vivant s'adapte en continu. Les systèmes vivants s'adaptent en continu. Et donc, la grande thèse, et sur ma grande théorie du changement maintenant chez AXA Clémet, c'est d'aider les dirigeants à adopter une paire de lunettes régénératives, c'est-à-dire voir l'entreprise comme un être vivant et plus comme une machine. Ça, c'est vraiment la thèse principale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu commences à dire que ton entreprise est un système vivant, un écosystème, tu vas appliquer un certain nombre de principes inspirés du vivant, notamment des principes qui font peur à tout le monde. Premier principe, décentralisation. Tu prends une forêt, t'as pas un arbre au-dessus des autres qui décide de là où doit aller la forêt. Chacun fait son taf. Quand on a des équipes en Inde, ils nous ont montré des embouteillages à New Delhi. Heureusement qu'il y a personne qui se met en état de diriger l'embouteillage à New Delhi pour qu'il fonctionne mieux. C'est auto-organisé. Et donc, le principe de décentralisation, quand tu l'appliques à une organisation, eh bien, tu fais vraiment de la subsidiarité. C'est-à-dire que tu considères que plus t'es haut, moins tu dois décider de choses. Parce qu'en fait, la décision, elle est liée à des chaînes de production, à la réalité du terrain. C'est une explicitation aux différentes échelles de l'entreprise sur qui décide et qui décide pas. Ça commence par le dirigeant. Et c'est une question qui n'a pas été confortable pour moi au début. Sur quoi, moi, Antoine, je décide et sur quoi je ne décide pas. En 2020, quand j'ai expliqué sur quoi je décidais, je me suis rendu compte que c'était que 20% de mon temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour les 80% de mon temps autre? Donc le premier principe c'est décentralisation. Il y a un autre principe, la sous-optimalité. Quand tu dis ça, c'est terrible. On passe notre vie dans nos boîtes classiques à optimiser. Le problème, c'est que l'optimisation rend fragile. Donc on optimise, on crée des burn-out, on crée du dopage pour les sportifs, on crée des situations de saturation, on crée de la fragilité. Et donc le vrai enjeu, c'est de déconstruire ce culte de l'optimisation de la performance et de revenir à la sous-optimalité. Lenteur, redondance, approximation, tout ça, ça fait peur à un dirigeant. Pourtant, la nature fonctionne comme ça. Tu prends la photosynthèse, qui est la capacité d'une plante à partir de l'énergie du soleil à faire de la matière, son taux de rendement, il est à 1%. T'imagines si toi t'avais monté, je sais pas, ou si moi à l'époque j'avais monté une boîte de photosynthèse, j'aurais poussé les rendements à 40-50%. Et c'est ça l'esprit mécaniste. La réalité, c'est que la nature est pas folle, elle se met à 1% pour être résilient aux fluctuations de lumière. Et surtout, elle se met à 1% de rendement en photosynthèse parce qu'elle rend plein d'autres services, la plante, à son écosystème que simplement prendre de l'énergie, la lumière du soleil pour faire du végétal. Elle nourrit les champignons, elle nourrit les arbres. Mais nous, on a l'habitude de raisonner en équation avec un KPI. Quand tu as une équation, un KPI, tu détruis toutes les autres irrémédiablement. D'où le problème du carbone. Si on veut juste optimiser la décarbonisation, on va détruire toutes les autres KPI, tous les autres indicateurs correspondant aux autres limites planétaires. Donc, autre principe dur, la sous-optimalité. Et donc, tout l'enjeu, c'est en tant que dirigeant, c'est de faire vivre ces principes du vivant au quotidien. Et ça change tout. Parce que tu peux pas rémunérer de la même manière, tu peux pas commander de la même manière, et tu dois apprendre, et fondamentalement ce qui est la difficulté de mon quotidien, à lâcher complètement prise et être davantage sur les conditions indirectes que sur les actions directes. Comment tu l'as organisé, cette théorie? Ça t'est venu comment, en fait? Alors moi, je suis picousé à tout ce qui est l'organisation libérée, qui a été très à la mode il y a 10-15 ans. Donc, je suis un proche de Frédéric Laloux, etc. D'accord. Donc ça, ils m'ont beaucoup nourri au début dans l'intention de faire quelque chose de différent. Après, il n'y a pas de recette. C'est vraiment singulier. Moi, j'ai un ADN d'apprentissage, un ADN de vitesse. Donc la boîte, je l'ai construite avec d'autres en essayant de respecter ça. Pendant 3 ans, j'ai fait de la culture sans me dire. C'est-à-dire que j'ai cassé le management classique, j'ai pas fait de performance individuelle, j'ai mis en place des rituels collectifs, mais c'est au bout de 3 ans qu'on a commencé à mettre des mots en disant qu'on avait un mode de fonctionnement un peu différent. Et maintenant, le but, c'est de former, de développer les capacités des collaborateurs chez AXA Clémet à porter cette vision au plus proche de leur quotidien. Et ça, c'est mon travail. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai un quotidien de RH, parce que je pense intimement qu'un dirigeant qui va au bout de sa déconstruction, c'est un dirigeant qui s'occupe uniquement ou quasi uniquement des conditions indirectes dont la culture et l'organisation. Et après, il faut laisser les gens s'exprimer. En fait, vraiment un dirigeant qui va au bout de se mettre au service de la capacité d'un dirigeant, d'un autre, à faire émerger ce qu'il a envie d'émerger. Si on creuse ce point vraiment de la posture du dirigeant, dans les cours de leadership, il y a eu quand même une évolution sur effectivement le leader autocratique, puis le coach, puis le chef d'orchestre. Toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le rôle du dirigeant, c'est plus d'animer un écosystème de personnes qui eux-mêmes sont responsables d'un certain nombre de choses, et finalement d'animer cette communauté. Voilà, exactement. Par exemple, on avait un débat sur quelle doit être notre empreinte carbone chez AXA Clémet, parce qu'on fait du conseil, mais on a quand même des transports, de l'avion. Le premier réflexe aurait été, pour un dirigeant probablement, ou de décider,
de faire croire de réunir une petite équipe et puis de dire on va se mettre à 200 tonnes de carbone comme objectif l'année prochaine chez Clémet, ou de nommer quelqu'un et lui dire tu te débrouilles. Voilà. Ça, c'est un peu la caricature ou de l'autoritarisme ou du lâcher prise un peu brutal. Le travail, c'est plus de se dire mais comment je vais mettre en place un process qui va permettre à la fois d'arriver à une conclusion, à un objectif de carbone, et dans le même temps de développer la compréhension des collaborateurs sur le process lui-même. Et donc mon taf a été plutôt de dire comment je forme une squad et comment j'ai une discussion sur le mode de décision. Majorité absolue, majorité simple, unanimité, à qui on va ouvrir le volontariat. Pour finalement attirer et créer un espace où les dizaines de team members d'Axa Clémet qui ont décidé de ça pour les autres étaient en condition de réussite. Et ce qu'ils ont décidé va être appliqué par tous parce qu'il y a une adhésion et un temps qui a été mis sur le sujet. Donc oui, on a passé des heures et des heures à réfléchir à ça, mais pas uniquement pour répondre à ce besoin précis, mais pour apprendre à décider de manière beaucoup plus démocratique que dans une entreprise classique. Et je sais que pour tous les autres enjeux de limite planétaire qu'on va avoir pour être exemplaire, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur cette base d'apprentissage, cet échafaudage d'apprentissage. Et donc, mon rôle, il est là, en fait. Il est à permettre de créer des espaces d'apprentissage. Puis après, moi, j'ai plus d'avis, en fait. Et j'ai même d'ailleurs aucun avis si ça doit être 200, 300, 400. Je suis pas la bonne personne avec les bonnes compétences pour donner mon avis. Donc, tu veux dire que finalement, la décision vient des équipes tout entières qui elles-mêmes arrivent à co-construire un process de décision en disant sur ce sujet précis de l'objectif carbone, voilà comment est-ce qu'on va faire, voilà qui va décider. Et finalement, une fois que c'est décidé, du coup, tout le monde l'accepte. Et le dirigeant aide à designer le cadre. Ça, c'est hyper important. Donc, il n'est pas juste à dire débrouillez-vous, parce que ça, c'est des modèles qui se plantent, qui sont un peu paresseux, si je suis cash. D'ailleurs, au début, c'était mon réflexe de dire, en fait, c'est génial, j'ai gagné une liberté d'esprit, les équipes se débrouillent. Non. En fait, c'est comment toi, en tant que dirigeant, tu deviens finalement designer du cadre d'apprentissage de tes équipes. Oui, parce que dans l'entreprise libérée de Frédéric Laloux, on pourrait prendre un peu, si on en reste vraiment à la première couche, on pourrait prendre un peu le concept comme finalement laisser les équipes s'organiser elles-mêmes. Et ça fonctionnera. Donc toi, tu vas plus loin en disant finalement, tu laisses pas les équipes s'organiser elles-mêmes, mais tu les aides à construire le cadre. Oui, alors je vais pas plus loin que Frédéric, pour qui j'ai un immense respect. Et c'est vrai qu'en surface, tu peux faire cette interprétation hâtive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantage en termes d'organisation libérée, parce qu'en fait, c'est la mode du jour, le dirigeant y va, mais en fait, il a pas compris que c'était un travail de plusieurs années et qu'il allait bosser beaucoup. Si je suis cash. Mais Frédéric avait en tête dans la culture Opale l'idée qu'on obéissait à quelque chose. En fait, c'est pas mai 68. C'est t'obéis à quelque chose, mais à un ordre différent que le command and control. Mais t'oublies à des règles que tu te donnes. Et ces règles, le dirigeant a un rôle à jouer. Pour aider à les co-construire. Ouais. Mais c'est pas lui qui les fixe. Non. Et c'est ça le régénératif. Ne pas être normatif. Une politique RH sur les thématiques de bien-être, ça va être une politique qui est probablement nécessaire, mais qui va être autour de je vais te mettre à disposition des ateliers de méditation, je vais t'augmenter. Il faut le faire. Mais le potentiel que tu peux aller chercher, il peut être encore plus grand si t'es pas normatif. C'est-à-dire que si tu considères pas que t'as la solution pour rendre les gens heureux en tant que dirigeant. Donc c'est pas facile parce que t'as pas de réponse. Par contre, ta question devient comment je mets chacun en condition de s'épanouir de manière singulière. Et peut-être que toi, t'as besoin de M&M's, l'autre d'un baby-foot, l'autre de plus de rémunération, et puis l'autre de simplement faire juste 3 jours de travail par semaine et puis s'engager les 2 restants. Donc en fait, c'est comment tu crées ce cadre où les gens se sentent autorisés à donner leur propre définition du bien-être. Ça, c'est fondamental. Et une fois qu'ils ont donné cette propre définition du bien-être. Après, c'est génial, parce qu'en fait, ils s'épanouissent et après, ils développent les business, quoi. Comment est-ce que tu t'assures, néanmoins, que toute l'organisation regarde dans la même direction? Si je suis un peu cash, je me dis souvent, en fait, la vision, ça compte pas. Ou la mission, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le temps passé à y réfléchir ensemble. C'est-à-dire qu'on vit tous dans des mondes différents dans lesquels les mots ont un monde différent. Toi, tu vas me dire bien-être de la planète, d'autres vont dire durabilité. Et donc, si tu demandes aux 200 personnes la raison d'être ou la mission d'Axa Clémet, je pense que tu auras vraiment 150 réponses différentes. Et c'est pas dérangeant, parce que chacun a ses mots. Par contre, ce qui est important, c'est le temps qu'on a passé à réfléchir et à vivre cette culture. Et donc, la glu, elle vient de ça, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une attention, encore une fois, sur le mode écosystème, l'attention au cadre indirect qui va permettre cette émergence plutôt que fixer une mission et puis après dérouler. Parce que ça, c'est une vision probablement un peu mécaniste. Et moi, je suis arrivé un peu au bout de ça au début de Climate où j'ai essayé de sortir une mission, tu vois, la charge mentale classique du dirigeant, essayer de sortir une mission, de la présenter. Et en fait, je me suis dit non, tu portes trop sur les épaules. En fait, crée des temps de discussion et ça va venir des équipes et puis aller le mot in fine, à la limite, c'est pas l'important. Donc ça, c'est un truc hyper important.
Et après, quand tu vas à un stade au-dessus, et ça on l'explore beaucoup dans Butterfly, c'est de passer de la raison d'être à ce qu'on appelle la direction corporative, qui peut paraître assez perché, mais qui nous a beaucoup changé, qui m'a beaucoup changé, qui est quelle est la singularité d'AXA Climate ou de l'organisation. Et ça, c'est lié beaucoup à la personne source, aux dirigeants. Et donc, typiquement, on est arrivé à quelque chose, je suis arrivé à exprimer que la singularité d'AXA Climate, son métabolisme, ce qu'elle veut apporter au monde, c'était de connecter des gens qui ne parlent pas ensemble pour créer des temps de qualité d'apprentissage. Je sais que c'est ma façon d'être utile aux équipes maintenant, c'est de leur poser toujours la question, quand il y a un nouveau produit ou un nouveau livrable, qui tu vas connecter et quel est le cadre d'apprentissage que tu donnes à ce temps d'apprentissage. Ça, c'est impossible à mettre sur un site internet. On peut pas mettre AXA Climate, reconnecter des gens qui ne parlent pas. Par contre, c'est ce qu'on appelle la direction corporative. Et ça, au quotidien, ça m'aide beaucoup plus, en tant que dirigeant. Si on en revient au concept d'entreprise régénérative, tu nous as dit effectivement, il y a le sujet du leadership et de l'organisation des équipes, mais si je devais le résumer, ou l'expliquer, donc c'est le concept qu'une entreprise ne va plus simplement regarder uniquement comment je réduis mon impact négatif, mais plutôt comment est-ce que je redonne. Donc, on inverse la matrice et on va essayer d'avoir un impact positif, pas simplement être net zéro, mais d'aller créer des puits de carbone, d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Quand on discute avec des dirigeants, quels sont les quelques arguments que tu prends pour les convaincre qu'en fait l'enjeu il est bien là? Tu vois, quel est l'argument fondamental de ton point de vue qui explique que finalement le rôle de l'entreprise il est là aujourd'hui? Alors, c'est une super bonne question. Moi, je suis confronté à ce à quoi tu es confronté. Donc, j'ai pas de solution miracle, si ce n'est d'adapter et de rendre singulier mon argument pour chaque dirigeant. Mais il y a des dirigeants, je sais que ça marchera pas. Et je cherche pas à les convaincre. Le pire, c'est quand tu es en posture de conviction. Je sais que le régénératif, je pourrais jamais convaincre en tant que tel. Par contre, je peux essayer d'inviter la personne, toujours ce travail sur le cadre indirect, à faire l'expérience de ce que ça veut dire, notamment avec Butterfly ou en l'accompagnant. Donc, à un moment donné, c'est un test de volonté. C'est-à-dire que quand j'ai un dirigeant dont je sens qu'il n'y a pas d'envie, je vais pas y mettre mon énergie et je l'assume. Parce que je considère que il faut faire bouger, on va dire, des pionniers et des pionnières modélisants et modélisantes qui vont faire tourner le cycle à un moment donné. Parce qu'ils seront les 10, 15, 20% de dirigeants qui auront compris. Donc je pense qu'il faut se focaliser sur là où il y a déjà un peu d'appétit, un peu de vitalité, pour venir pousser ces gens-là à réussir. Ceux qui considèrent qu'ils sont là juste pour faire beaucoup de pognon, je considère qu'in fine, c'est pas vraiment leur conviction, pour être très cash. Je pense que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête et c'est ce qu'on s'est tous mis dans la tête depuis 40 ans. Donc c'est un mode automatique, c'est une absence de réflexion. Ceux qui disent la décroissance, je veux pas entendre parler, c'est juste des gens qui ont juste pas créé des conditions et du temps pour réfléchir à ce sujet. Donc c'est que, pour moi, des modes automatiques qui s'expriment. Donc faut pas être dans le jugement. Par contre, il faut être aider ceux qui veulent sortir de ce mode automatique et qui sont curieux d'autre chose. Et c'est ces gens-là qui nous intéressent, nous, chez AXA Climate, en termes de théorie du changement. C'est vraiment les dirigeants qui bougent. Donc t'as pas de volonté, toi, de passage à l'échelle, en fait. Si, mais en passant par, encore une fois, cette première phase. Exactement. Ouais. De manière très organique. C'est vraiment accompagner la vitalité là où elle est. Pour faire émerger là où il y a de la vitalité. Sinon, tu t'épuises à essayer de bouger des gens qui n'ont pas envie de bouger, et puis tu vas perdre ton énergie, en fait. Donc, si on revient sur l'entreprise régénérative, quelle est l'approche, comment ça marche concrètement, Butterfly? Alors, comment ça marche? Donc, l'entreprise régénérative, c'est une entreprise qui est net positive et qui fonctionne comme un écosystème vivant. Donc, Butterfly, c'est 10 semaines par cohorte de 200 à 400 personnes avec du contenu vidéo et puis des lives où on ralentit, on réfléchit. Et ça crée une grammaire commune d'une communauté de pionniers et pionnières pour après opérer des gestes régénératifs. Très concrètement, c'est quoi un geste régénératif? C'est, dans ton quotidien, comment tu crées des actions de surprise, des effets de surprise. C'est-à-dire comment t'as une approche vivante des choses. Donc, quand tu fais un feedback à un collaborateur, comment tu respectes sa singularité, comment tu l'aides à grandir. Quand t'es un département achat d'un groupe agroalimentaire, comment tu passes de logique d'affrontement transactionnel sur le prix du lait à comment on fixe le prix du lait et qu'on l'accompagne à grandir. C'est le tu grandis, je grandis. Et donc, ce qu'on fait avec nos pionniers, c'est qu'on a des communautés d'apprentissage où on part des éléments hyper concrets de leur quotidien, RH, marketing, business, et on apprend c'est quoi le geste régénératif. Moi, le geste régénératif, le dernier que j'ai fait, c'est on fait des études climatiques en conseil pour des acteurs, et au moment donné, on présente la réalité d'un risque sur une région comme l'Île-de-France en termes de climat à 2030. Et le geste régénératif, c'est de te dire, mais en fait, pourquoi on n'organise pas une diffusion de cette étude et de ce savoir scientifique aux parties prenantes de cet opérateur pour lequel on a travaillé, qui travaille dans la Poste. Et là, c'est intéressant parce que, pourquoi c'est régénératif? Parce que tu te mets en condition de dire à l'acteur que tu accompagnes pour de l'adaptation, ton adaptation seule ne marchera pas. Ta seule question, c'est comment tu contribues à l'adaptation plus globale de l'écosystème du territoire dans lequel tu es. Et donc là, tu as une opportunité de régénératif. Parce que tu le décentres, en fait. Ton client, tu le décentres. Tu lui expliques qu'il faut qu'il contribue plutôt que lui à résoudre ses petits problèmes. Et donc ça s'adresse aux dirigeants, Comex. Tout profil. Moi, on aime bien varier les plaisirs. Il y a des petits jeunes curieux positifs, des hauts potentiels, des dirigeants. En fait, encore une fois, direction corporative d'AXA Climate, on connecte des gens qui parlent pas. Et on crée un cadre où on fait rentrer des gens qui ont envie d'apprendre. Ça, c'est sûr.
La personne qui dit je connais ça déjà, j'ai déjà vu, c'est quelqu'un qui est pas en posture d'apprentissage, qui va rien tirer du programme, ça c'est clair. Tu vois, sur le sujet du leadership, si j'en reviens aussi à l'entreprise libérée, je sais qu'on a des cas de grandes boîtes qui ont réussi à mener ce type de transformation. Tu penses que ça s'applique réellement à tout le monde, à tous les secteurs? Est-ce que tu validerais qu'un dirigeant te dise ma boîte, j'ai trop de people, j'ai trop de sites, c'est trop complexe, mon secteur, c'est pas possible dans mon secteur? Ta conviction, c'est que ça peut s'appliquer à tout le monde? Alors je valide évidemment parce que ce qu'il exprime, c'est sa réalité singulière. Donc je comprends qu'il se sente bloqué et qu'il se voit pas partir comme ça sur une libération. Par contre, si j'ai du temps avec lui et si j'ai du temps pour l'accompagner et réfléchir à sa situation singulière, oui, ma conviction, c'est qu'il peut réunir des conditions pour qu'il y ait plus d'épanouissement dans du travail. Parce qu'en fait, l'idée n'est pas de répliquer ce que j'ai fait chez AXA Clavel, parce que j'ai une sociologie des profils qui sont très particuliers. L'idée, c'est simplement de créer les conditions pour que les gens s'épanouissent. Comment ton travail te permet de t'émanciper, de t'épanouir. Et encore une fois, je pense qu'on a probablement collectivement eu besoin de ce moment de taylorisme d'organisation du travail. Parce que ça nous a permis de faire des choses merveilleuses sur plein de dimensions. Qualité de vie, espérance de vie, production, etc. Sortie de pauvreté. Par contre, c'était un modèle où Ford, il y a des écrits de Ford, il le dit avec beaucoup de cynisme, il a taylorisé, donc il a abéti le poste de travail, Charlie Chaplin, et il a dit, en même temps, je vais leur payer plus de salaire pour qu'ils puissent partir faire de la pêche le week-end avec leur Ford. Donc, il y a un moment donné, il a assumé en termes d'organisation du travail, on est toujours sur ce modèle, une découpe une fragmentation entre l'espace professionnel et l'espace privé. Ma conviction, c'est que cette découpe, elle déprime, elle assèche et elle fait des ravages. Et donc, il faut reconnecter le pro et le perso. Et pour moi, la reconnexion, c'est l'alignement, c'est la personne, et c'est lui permettre de se développer lui-même, en fait, en tant qu'individu, d'être lui-même. Ça, je pense que tous les secteurs, on devrait permettre ça. Justement, sur ce point d'équilibre vie pro, vie perso, je pose la question à tout le monde. Plus ça va, plus personnellement, je commence à être convaincu qu'en fait, c'est un mauvais débat d'opposer le pro et le perso, et qu'en fait, tu peux pas raisonner comme ça séparément, et effectivement, comment est-ce que tu peux réellement t'épanouir si tu fais on-off de l'un et de l'autre? Tu vois, moi, j'ai pas de problème à dire que j'ai aucun équilibre. Je veux dire, tout est emboîté, et j'ai l'impression que là, en fait, tu viens de dire quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est que finalement, c'est pas le bon sujet, quoi. Les entreprises qui aujourd'hui dressent en disant il faut que j'offre un équilibre vie pro, vie perso, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Merci. Comment est-ce que je laisse mes collaborateurs s'épanouir? C'est du miel à mes oreilles, ce que tu dis. En fait, on passe, je trouve, beaucoup de temps sur des faux sujets. Le télétravail, pour ou contre, la semaine de 4 jours, pour ou contre. Et en fait, on traite pas la cause racine, qui est fondamentalement l'épanouissement et le bien-être. À partir du moment où tu poses ce sujet, en effet, t'oublies des affrontements, pour moi, un peu artificiels, pro-perso. En fait, c'est typiquement une séparation qui est le fruit de l'organisation du travail que j'essaie de décrire. C'est quasiment les gens qui posent la question du pro-perso, c'est probablement des gens qui ont déjà fait le deuil du monde du travail comme sur l'épanouissement. Et donc j'ai envie de couper à un moment donné. Donc ils ont un raisonnement pour couper, c'est le cartésien. Je suis pas bien. Ça découpe. Ça découpe toute la journée. Ça, c'est nos organisations, la plupart de nos organisations découpent toute la journée les sujets. Alors que, en fait, tout est lié et il faut prendre les choses de manière plus systémique. Je trouve ça très intéressant et on est assez alignés. Quand on t'entend, tout a l'air hyper clair. Je comprends que voilà, c'est une pensée que tu as construit au fil du temps, mais tu es quand même sur un modèle qui est très disruptif, socialement, je pense difficile à faire accepter. À aucun moment tu as eu des doutes? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit est-ce que j'y vais, quitte à être complètement disruptif et quitte potentiellement à me planter? Tout le temps. Moi, je doute tout le temps, en fait. Mais ce doute est lié à l'apprentissage. J'ai compris il y a 2 semaines, par exemple, que je faisais semblant d'apprendre. En fait, je faisais semblant d'apprendre. C'est-à-dire que depuis 4 ans, je lis des choses. Je pense avoir une certaine vitesse pour les ingurgiter et les restituer. Mais c'est pas apprendre, en fait. C'est une histoire que je me raconte. En fait, apprendre à apprendre, c'est déconstruire la façon dont tu sais. Et ça, j'y suis pas encore, par exemple. Et je sais que si j'y suis pas, c'est un problème pour la boîte à horizon 2-3 ans. Donc il va falloir que j'aille plus loin dans la déconstruction et que je questionne ma façon d'apprendre elle-même. Pour vraiment que ça bouge quelque chose de très concret, d'encore plus fort et d'encore plus impactant pour la boîte et pour moi-même. Donc typiquement, mon doute, c'est ma certitude, c'est que j'ai fait semblant d'apprendre pendant de longues années, même pendant ces 4-5 ans dont je t'ai parlé, et qu'il va falloir que j'engage une nouvelle déconstruction là dans les 4 prochaines années. Ouais, c'est intéressant. Tu m'as expliqué que tu avais abandonné ton portable, tu avais abandonné ton smartphone et que tu étais repassé au Nokia. T'es le premier, voilà, que je me dis, je comprends bien l'idée derrière, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ce switch et à faire cette expérience-là? Alors déjà, j'ai la chance de pouvoir la faire. Franchement, et merci, beaucoup de gratitude pour AXA, pour la boîte, etc., de pouvoir avoir ce luxe de le faire.
Je pense que l'écran, fondamentalement, c'est une machine à bêtir. Ça rend plein de services, mais ça empêche de réfléchir. Et quand je me vois faire des refreshs dans le métro comme un zombie, quand je vois ça 1, 2 fois, 3 fois, comme depuis des années, j'ai pris la décision de tester une vie sans écran et de voir qu'est-ce que ça allait développer comme potentiel chez moi. J'ai appris, par exemple, à redévelopper ma mémoire. Je connais le numéro de ma femme par cœur, parce que depuis mon mariage, j'ai jamais réussi à mémoriser. J'ai racheté une carte de Paris papier, pour pas être paumé. Je suis attentif maintenant à des choses auxquelles j'étais pas attentif. Donc petit à petit, ça redéveloppe en toi des potentiels latents, et j'utilise juste ce Nokia comme prétexte de ça, en fait, pour apprendre d'autres choses ailleurs. Parce que là, t'es sans écran du tout, c'est pas juste le téléphone. Ah non, je suis téléphone, ordi quand même. Non, je continue à avoir un travail. Ouais, c'est juste le téléphone smartphone. Mais t'es pas à avoir viré tablette. Non, j'ai gardé mon ordinateur. Voilà, quand même. Ouais, non, je bosse quand même beaucoup, donc je continue à bosser. Et ça va? J'ai peur de sous-traiter pas mal de mes problèmes à mon entourage. Qui eux vont gérer les écrans. Ouais, et donc ça, c'est un problème. Donc ça, il faut que je le rectifie, par exemple. Et ça fait combien de temps que tu disais? Ça fait 2 semaines, donc c'est tout nouveau. Là, je fais le fanfaron, mais peut-être que dans un mois, j'aurai rebasculé. Dans un mois, ouais, mais ça m'intéressera de savoir. Et alors, une autre question, mais là qui est perso, tu dis qu'aujourd'hui, à AXA Climate, vous êtes capable de modéliser le changement climatique et donc la hausse des températures partout en France. Et tu dis qu'il y a beaucoup de variations, en fait. Partout dans le monde. Donc nous, c'est vraiment notre métier, c'est de modéliser du climat. À peu près une trentaine d'indicateurs précis partout dans le monde. Et on le fait maintenant via un logiciel qui s'appelle Altitude. Oui, on le fait. Malheureusement, nos scientifiques se trompent pas. Mais c'est pas nos scientifiques, c'est les scientifiques du GIEC et c'est la communauté scientifique. J'allais dire, c'est basé sur quel scénario? C'est le GIEC, il y a une trentaine de modèles climatiques. On choisit le modèle le plus efficace par rapport au territoire qu'on regarde. Donc ça, c'est le travail, on va dire, de downscaling, de venir porter une résolution plus aiguë des projections régionales ou globales données par le GIEC, l'institut qui nous dit ce qui va arriver en termes de climat depuis les années 80. Et ça, c'est un modèle que vous avez développé. Ouais, bien sûr. Mais après, on l'ouvre en transparence. Et j'allais dire, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est public? Bien sûr, il est public et puis on le rend à disposition et nos scientifiques, ils passent leur vie avec nos clients à essayer de développer leur capacité à comprendre tous ces indicateurs. Okay. Où est-ce que nos auditeurs peuvent le trouver, ça? Sur le site d'AXA Climate? Alors, le site d'AXA Climate, il est bizarre, donc je suis pas sûr. Je pense il faudrait qu'ils m'envoient un mail. C'est le plus simple, en fait, parce que la question, elle est incongrue. Donc, si je veux y répondre à court terme, j'ai intérêt à te donner mon mail pour qu'on en fasse quelque chose. Antoine.denois@axaclimate.com. Du coup, comment tu fais là que t'as plus de portable, LinkedIn, etc. J'allais dire. À LinkedIn, je continue parce que je me suis mis à LinkedIn depuis 2 ans. Je le fais depuis l'ordinateur. Tu le fais depuis l'ordinateur. Ça me laisse le temps de réfléchir à des posts quand je marche. Bah écoute, merci beaucoup Antoine. Merci à toi. On est arrivé au bout, c'était hyper inspirant. Je te souhaite le meilleur et beaucoup de développement pour AXA, pour l'entreprise régénérative. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.